Bonsoir mes amis, ce soir on poursuit notre voyage à travers la littérature russe. On va s'arrêter sur un roman un peu moins connu, mais psychologiquement riche. Un roman d'Ivan Tourgueniev, Roudine. Dans cette vidéo, on va d'abord présenter brièvement l'auteur, Ivan Tourgueniev, et le contexte dans lequel le roman a été écrit. Ensuite, je vous proposerai une présentation narrative de l'œuvre. Ça ne sera pas un résumé, mais plutôt un aperçu de ce qui vous attend à sa lecture, pour bien planter le décor, sans tout vous dévoiler. Car viendra ensuite une analyse psychologique du personnage principal, Dimitri Roudine, un homme qu'on pourrait écouter des heures, et qui pourtant n'a jamais su agir. Cette analyse, on va l'organiser autour de 3 grands thèmes. Premier thème, l'homme d'idées sans acte. Roudine est un brillant penseur, mais incapable de passer à l'action. Deuxième thème, la déconnexion du réel. Roudine est un idéaliste dont les discours ne rencontrent jamais le concret. Et enfin, troisième thème, je l'appellerai la désillusion existentielle. Je veux dire que Roudine est un rêveur déchu. Quand je dis que Roudine est un rêveur déchu, je veux dire que c'est un homme qui a longtemps porté en lui de grands idéaux, de beaux projets, mais qui, pour diverses raisons, n'a pas réussi à les incarner dans le réel, à agir pour les concrétiser. Il ne s'agit pas simplement d'un rêveur naïf. Roudine est un homme lucide, brillant, qui a cru en quelque chose de grand, mais qui, malgré tout, a vu son élan s'éteindre. Peut-être parce que le monde ne lui a pas donné sa chance, peut-être parce qu'il a manqué de discipline ou d'endurance, peut-être parce qu'il s'est auto-saboté, ou peut-être parce qu'il est resté dans la parole, dans l'imagination, dans l'intention, sans jamais passer vraiment à l'acte. Par vanité ou par orgueil peut-être. Roudine est resté un héros de salon. Un idéaliste qui finit marginalisé, dépassé par l'histoire. Ivan Tourgueniev est né en 1818 à Orel, au sud-ouest de Moscou. Et il meurt à Bougival, en région parisienne, en 1883. Tourgueniev est l'un des grands auteurs du réalisme russe, aux côtés de Tolstoï et de Dostoïevski entre autres. Observateur sensible de l'âme humaine, Tourgueniev se distingue par un style élégant, par une approche psychologique subtile, et peut-être aussi par un ton plus posé que ses confrères. Je veux dire qu'avec Tourgueniev, on a affaire à des personnages moins tourmentés que chez Dostoïevski par exemple. Roudine, paru en 1856, est le tout premier roman de Tourgueniev. Il l'écrit juste après la guerre de Crimée, à une époque où la société russe s'interroge en profondeur sur son avenir. Le pays sort d'une période conservatrice, sous le tsar Nicolas Ier, et sent souffler le vent des changements sociaux. Notamment, le tsar Alexandre II abolira le servage quelques années plus tard, en 1861. Dans les années 1850, un vif débat agite les esprits. D'un côté, les occidentalistes, partisans de réformes à l'européenne, et de l'autre, les slavophiles, défenseurs de la tradition russe. Tourgueniev lui-même, libéral modéré, s'inscrit dans ce bouillonnement d'idées. Le roman Roudine reflète ce contexte, en dressant le portrait d'un homme issu de la génération des idéalistes des années 1840. Une génération qui, après avoir beaucoup rêvé, s'est souvent retrouvée désenchantée et dépassée ensuite par la nouvelle vague des années 1860, plus matérialiste, plus radicale, plus tournée vers l'action. Dimitri Nikolaïevitch Roudine est l'un de ces intellectuels idéalistes, généreux en paroles, riche en rêves, mais incapable de trouver sa place dans la société. Et surtout, incapable
de transformer ses idéaux en actes. Roudine n'est pas complètement passif. Il veut sincèrement convaincre, aider, aimer, mais il échoue systématiquement quand vient le moment de passer de la parole à l'engagement réel. Lire Roudine, c'est entrer dans une atmosphère particulière. Une atmosphère douce, calme, un peu provinciale, faite de salons, de promenades, de conversations longues et brillantes. Tout se passe dans un domaine aristocratique de la campagne russe. On y trouve une petite société cultivée et oisive, des personnages bavards, attachants, parfois ridicules, qui tuent le temps entre musique, lecture, discussion, et qui ne s'attendent pas à ce que quelque chose vienne troubler cet équilibre mondain. Un jour arrive un homme qui ne brille pas par son nom, ni par sa fortune, mais qui va tout bouleverser par la seule force de sa parole. Dès qu'il parle, on l'écoute. Il a ce don rare. Il sait enflammer les idées. Il parle d'art, de science, d'éducation. Il parle de poésie, d'idéal, de beauté. Et tout le monde, autour de lui, se sent un peu plus grand, un peu plus vivant qu'à d'habitude. Ce que vous allez découvrir en lisant ce roman, c'est cette étrange fascination que peut exercer une intelligence libre, portée par des idées nobles et généreuses, mais qui, au moment d'agir, semble toujours en retrait. Et c'est bien là le cœur du livre. Tourguenieff ne raconte pas une aventure, il raconte une présence, la présence de Roudine, cet homme qu'on admire sans pouvoir s'appuyer sur lui. Cet homme qui fait lever les esprits, mais qui ne sait jamais prendre position quand la vie l'exige. Et c'est ça que vous allez ressentir en lisant le roman. La tension, le tiraillement entre l'idéal et le réel. Je veux dire, entre la beauté des discours et la crainte de l'action. Vous verrez aussi un portrait touchant de la jeunesse, avec, au centre du roman, une jeune fille intelligente, fine, sincère, qui à 17 ans découvre l'amour et croit encore que tout est possible. Elle aussi, à sa manière, est idéaliste. Mais là où elle est prête à vivre pour ce qu'elle croit, Roudine, lui, hésite, recule, doute. Et cette opposition entre l'élan d'une jeune âme et la prudence trop prononcée d'un esprit mûr est l'un des fils les plus importants du roman. On y parle aussi de l'impuissance à exister pleinement, de ce que c'est que de passer dans une vie sans y laisser vraiment de traces, de l'illusion de croire qu'il suffit d'avoir raison pour faire changer le monde, et de cette lucidité douloureuse qui vient parfois avec l'âge, quand on regarde en arrière et qu'on se rend compte qu'on a beaucoup parlé, beaucoup appris, mais peu vécu. Je vous propose maintenant de nous concentrer sur Dimitri Roudine lui-même et d'essayer de mieux le comprendre à travers les 3 thèmes que j'ai annoncés en introduction. L'homme d'idées sans acte, la déconnexion du réel et la désillusion existentielle, au sens où Roudine, au fond, est aussi un rêveur déchu. Roudine, c'est d'abord un homme d'idées. Il a l'intelligence vive, la parole facile, l'érudition brillante. Quand il parle, tout le monde l'écoute. Il s'enflamme pour la poésie, la science, l'éducation, les réformes sociales
Il semble fait pour guider, pour inspirer, pour porter haut les grands idéaux de son temps. Mais très vite, un décalage apparaît. Car ce que Roudine dit avec passion, il ne parvient jamais à l'accomplir. Il parle de changement, mais il ne change rien. Je veux dire, il ne se lance dans rien à sa humble échelle. Il parle d'engagement, mais il recule quand vient le moment d'agir. Il encourage, mais il ne suit pas. Aucune impulsion à l'action. À plusieurs reprises dans le roman, on le voit même fuir l'action concrète, esquiver les décisions importantes, renoncer doucement, sans bruit. On a affaire à un homme qui vit surtout dans sa tête. Un homme pour qui réfléchir vaut mieux qu'agir. Il imagine 1000 scénarios, mais il peine à choisir une voie. Ses idées vont loin, mais son courage ne dure pas. Et derrière cette paralysie, il y a quelque chose de plus profond. Une peur de l'échec. Roudine place ses idéaux si haut que toute action réelle lui semble toujours un peu trop imparfaite, un peu trop petite. Il voudrait tout changer ou rien. Alors il parle, et c'est tout. Ce qu'il cherche sans le dire, c'est peut-être de rester à la hauteur de lui-même. Je veux dire que tant qu'il n'agit pas, il reste fidèle à ce qu'il croit être. Mais agir, c'est risquer d'être contredit par le réel. Et ça, Roudine n'y arrive pas. Il y a une fierté trop grande dans cette retenue. Un orgueil discret, presque silencieux, mais qui le freine. Car agir, c'est risquer de mal faire, de ne pas aller jusqu'au bout, de se confronter à sa propre imperfection. Et ça, Roudine le refuse. Il préfère rester dans le monde des idées, du concept, où il garde le contrôle, plutôt que de se compromettre dans l'inachevé. Le problème, c'est pas le concept en lui-même. Le concept doit être un outil à l'action qui transforme. Le problème, c'est de rester dans le concept et de ne pas aller plus loin. Le problème, c'est de s'y réfugier au lieu de s'en servir pour agir. Quand le concept devient un confort, au lieu d'être un tremplin vers le réel, au lieu d'être un outil puissant pour l'action et la transformation, il nous enferme. Le deuxième grand trait de Roudine, c'est sa déconnexion du réel. Il vit dans le monde des idées nobles, brillantes, élevées, mais qui ne rencontrent jamais vraiment le réel, comme on l'a vu. Il parle de liberté, d'humanité, de progrès, avec une ferveur presque religieuse, mais face au concret, il ne s'engage pas. Son regard se porte spontanément vers l'abstrait. Là où d'autres verraient une ferme bien tenue ou un champ fertile, lui, il parlera du rôle historique, de la noblesse ou de la beauté éternelle de la campagne russe. Il ne s'en rend même pas compte, parce que c'est sa manière d'habiter le monde. Mais cette posture a un prix. Roudine ne sait pas se débrouiller avec la vie matérielle. Il n'a ni métier stable, ni revenu, ni véritable chez lui. Il vit en invité, accueilli parce qu'il sait parler, parce qu'il amuse, parce qu'il inspire. On pourrait croire que c'est un opportuniste, mais ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il ne se préoccupe pas de ces choses-là. L'argent, la stabilité, la logistique d'une existence, tout ça lui semble
trop éloigné de ses idéaux, pour que ces choses-là méritent son attention. Et cette paralysie, on la retrouve aussi dans sa manière d'aimer. Il parle d'amour comme on parle d'une idée, en comparant, en idéalisant, en citant des poètes. Mais dès qu'il s'agit de choisir, d'agir, de s'engager vraiment dans l'altérité, il recule. Il ne sait pas quoi faire. Rudin aime en théorie, mais pas dans les gestes simples. Il admire une âme, un idéal, peut-être même une projection d'une partie de lui-même. Mais il ne voit pas vraiment la personne. Il parle de l'amour, mais sans jamais s'y lancer pleinement. C'est un peu une forme d'immaturité affective, mêlée à de l'orgueil. C'est une incapacité à descendre, à se salir un peu pour vivre vraiment. Rudin parle beaucoup d'humanité, mais il a du mal à comprendre les gens face à lui. En fait, il fait semblant d'écouter. Ce décalage le rend vulnérable. Parce que quand le réel frappe, quand on lui dit non, quand on le met à la porte, quand on le contredit, il ne sait pas quoi dire, ni quoi faire. On peut voir dans cette posture abstraite une forme de protection. Rester dans l'idéal, c'est éviter les désillusions. Ne pas s'attacher trop fort, ne pas s'ancrer trop profondément, c'est aussi se préserver. Mais c'est aussi se condamner au creux, à la stérilité, et peut-être même à terme à une solitude subie. Après avoir incarné l'idéal, Rudin devient peu à peu un homme désenchanté. Non pas par un retournement brutal, mais plus par une lente prise de conscience, celle d'être passé à côté de sa vie. Dans l'épilogue du roman, on le retrouve fatigué, seul, vieilli avant l'âge. Il parle avec lucidité de son inutilité. Et dans ces mots, on sent arriver une forme de tristesse silencieuse. Il n'a pas su concrétiser ses rêves, ou plutôt il n'a pas tenté, et il en souffre. Il comprend son échec, parce que le seul échec, c'est de ne pas tenter. Mais c'est trop tard pour le réparer. Cette désillusion touche plusieurs aspects de sa vie. Il y a l'amour. Il avait une chance, une vraie, d'aimer et d'être aimé. Il l'a laissé passer. Et cette occasion manquée le hante. Il ne l'exprime pas franchement, mais ses silences expriment son regret. Même sa conviction qu'il ne retrouvera plus jamais quelque chose d'aussi vrai. Rudin ne s'en remettra jamais. Il y a aussi une forme de décalage historique. Rudin appartient à une génération d'idéalistes qui croyaient au pouvoir des idées pour changer le monde. Mais cette époque s'efface. Une nouvelle génération plus dure, plus radicale, prend la relève. Lui, il reste en arrière, comme un vestige d'un temps révolu. Et il le sait. Il a conscience qu'il devient un homme de trop, marginalisé. Je veux dire dépassé par une histoire qui avance sans lui. Mais Tourguenieff ne le ridiculise pas. Il ne le condamne pas. Il montre un homme imparfait, mais sincère. Un homme qui a inspiré, même s'il n'a rien bâti. Un homme qui a soufflé une idée, éveillé des désirs, fait réfléchir, mais sans rien accomplir. Mais c'est peut-être là, au fond, que réside le sens de son parcours.
pas dans ce qu'il a accompli, mais dans ce qu'il a éveillé, dans ce qu'il a fait naître chez les autres, même sans le savoir. En ce sens, sa vie n'a pas été totalement vaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette présentation. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étape dans notre voyage à travers la littérature russe.